Donc je vais m'exprimer en français. Mark Sprenger vient de nous dire qu'il comprenait le français. Donc je pense qu'en revanche, mes diapositives seront en anglais. Et de fait, je pense que vous pourrez donc tous suivre sans difficulté. Je voulais d'abord vous remercier de cette invitation. Je suis très touché d'être ici, très honoré pour ce 110e anniversaire de l'Institut scientifique de santé publique. Je représente notre directeur général, Christian Bréchot, directeur de l'Institut Pasteur de Paris, qui est actuellement en visite à l'Institut Pasteur de Guyane. Et ceci m'amène tout de suite à vous dire que notre nouveau directeur, comme ses prédécesseurs, mais avec une volonté et une énergie toute particulière, attache énormément d'intérêt à ce réseau international des instituts Pasteur, 32 instituts, dont l'Institut scientifique de santé publique fait partie depuis une dizaine d'années, et avec une politique très volontariste qui a été exprimée lors du séminaire des directeurs qui était réuni le week-end dernier à l'Institut Pasteur à Paris. On va vraiment essayer de travailler en réseau beaucoup plus tous ensemble, et je vous en parlerai sur la deuxième partie de mon exposé. Alors la première, ce que vous m'avez demandé le sujet que vous m'avez demandé de traiter est un sujet extrêmement difficile, très vaste, pour lequel il pourrait y avoir deux approches. La première serait une approche politique, c'est de me dire, bon, pas face à ce sujet, comment est-ce que je vais pouvoir au mieux servir l'agenda de mon institution, voire mon agenda personnel, en vous racontant ce qu'on peut faire sur les pays du Sud. Et je ne suis pas un politique, je serais bien incapable de le faire. Et donc je me retranche derrière ma casquette académique, qui est, je suis épidémiologiste et moi je me base sur les données. Alors je me suis réfugié derrière une approche un peu scolaire pour essayer de regarder d'abord quels sont les grands défis en santé publique des pays du Sud, pour essayer de voir après comment, au mieux, les institutions européennes de santé publique pourraient participer et collaborer pour mieux prendre en charge ces grands défis de santé publique des pays du Sud. Et puis je finirai avec quelques mots sur le réseau international des instituts Pasteur et quelques initiatives que je connais mieux puisque là je me retrouve à la maison pour vous dire un peu comment nous espérons avec le réseau participer à cette lutte particulièrement contre les maladies infectieuses puisque ça c'est notre cœur de métier. Donc voilà mon exposé. D'abord cette revue un petit peu des comment est-ce que la santé a évolué, notamment dans les pays du Sud. Un panorama très rapide des instituts européens, ce serait extrêmement difficile de pouvoir les caractériser vu leur très grande diversité. Et puis enfin, quelques exemples tirés de l'Institut Pasteur. Alors d'abord, la santé dans les pays à revenus faibles et modérés. Aujourd'hui, on regarde les choses un petit peu différemment du moment où je faisais mes études, comme vous le rappeliez, en santé publique, ça fait déjà 25 ans maintenant, et où je m'intéressais à la santé qu'on appelait alors internationale. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde, et notamment dans les pays du Sud, l'Afrique ou certaines régions d'Asie très pauvres. Et quand j'ai appris la santé publique, le concept de santé internationale était pour nous dire il y a en fait deux mondes très séparés, très différents. Les pays industrialisés qui ont leur système de santé qui fonctionne plutôt bien, quelquefois avec des difficultés de recouvrement économique, mais sinon des espérances de vie qui vont dépasser les 70, 75, voire 80 ans. Et de plus en plus, une population vieillissante avec le problème des maladies chroniques, cardiovasculaires, cancers, neurodégénératives. Et puis vous avez à l'inverse, en Afrique, pour citer des cas extrêmes, des systèmes de santé qui finalement ne fonctionnent pas, un petit centre complètement perdu au milieu du désert, de la jungle, vous choisissez, et une mère qui va amener son enfant qui a 42 fièvres, qui veut le faire examiner. On essaye de faire une goutte épaisse pour un paludisme, il n'y a pas le technicien avec le microscope. Quand on a fait le diagnostic, si on l'a fait, il n'y a pas la chloroquine ou le Fansidar sur l'étagère. Et c'était ça les problèmes, et la mère repartira avec son enfant qui malheureusement va mourir d'un palud, ce qui est vraiment une absurdité. Donc c'était ces deux mondes qu'on confrontait quand on parlait de santé internationale il y a 25 ans. Aujourd'hui, on est parti sur une vision différente de la santé qu'on appelle maintenant, alors soit mondiale, soit globale. La traduction française de Global Health n'a pas encore été complètement entérinée. Et là, je me réfère à un éditorial ou un viewpoint de Julio Frank, le doyen de la Harvard School of Public Health, dans le Lancet de la semaine dernière, nous explique que cette santé globale, c'est de plus en plus mettre l'accent sur le fait que les problèmes de santé convergent entre les pays du Nord et les pays du Sud,
que vous verrez de plus en plus dans les pays du Sud, des problèmes liés aux maladies cardiovasculaires, notamment les maladies métaboliques. L'obésité fait son apparition dans les grandes mégapoles, y compris d'Afrique. Et bien sûr, il reste des décalages criants. Hein, et je salue ici Jean-Marc Collard, qui avait travaillé au CERMES au Niger et qui a vu dans un pays comme celui-là ce que représente la malnutrition, un des pays les plus touchés au monde, et là encore un véritable scandale sanitaire. Mais la tendance générale, elle est plutôt vers la convergence et surtout à l'interconnexion entre les problèmes de santé des pays du Nord et des pays du Sud. Pour prendre un exemple, si la réglementation fait aujourd'hui que le tabagisme public est de plus en plus difficile, les compagnies qui vendent du tabac vont aller se tourner sur les pays du Sud. Et dans les 30 dernières années, la croissance du tabagisme dans les pays du Sud a été phénoménale, avec les problèmes de santé qui l'accompagnent. Donc, on est sur un monde qui est ainsi de plus en plus interconnecté, et vous connaissez tous en revanche l'exemple pour les maladies infectieuses. Si je prends là le SRAS, hein, il y a 10 ans, dans cet fameux hôtel de Hong Kong, où un médecin chinois qui avait été infecté par le virus du SRAS arrive, et dans l'espace de 24 heures, va infecter 10 personnes dans cet hôtel, qui vont se retrouver 48 heures plus tard dans 6 pays différents, et l'épidémie de SRAS était devenue mondiale. Donc un monde qui est très très connecté, et la réponse à ces problèmes de santé, elle doit aussi être interdépendante, pour reprendre les termes qu'utilisait Julio Frank dans son éditorial. Alors, je vais vous montrer ici sur cette diapositive un petit peu un peu difficile à lire, mais je vais vous accompagner. Quels sont aujourd'hui les gros enjeux? Vous avez sur le diagramme les pays, en partant sur la gauche, des pays à revenus les plus élevés, hein, high income countries, et plus vous allez sur la droite, plus vous allez vers les pays à bas revenus. Ce qu'on appelle les pays à bas revenus, hein, la colonne de droite, ce sont des pays pour lesquels le revenu par individu sur une année est inférieur à 1 000 $. Et à gauche, les high incomes, c'est plus de 12 000 $ par individu. Et vous avez là les statistiques de mortalité en 2004, avec un partage de la mortalité qui se fait si on passe du bas vers le haut. Tout en bas, ce sont les maladies transmissibles, celles de la mère et l'enfant et la malnutrition. Puis après, on arrive à deux groupes qui sont côte à côte, qui sont les maladies liées les maladies non transmissibles, celles qui sont responsables de morts prématurées avant 60 ans en bleu clair, et puis les autres qui sont considérées comme non transmissibles et vous amèneront à mourir après 60 ans. Et puis tout en haut, les accidents. Alors, je vais d'abord regarder tout à droite les pays à bas revenus. Vous verrez qu'il y a un équilibre entre le groupe finalement des maladies dites transmissibles, les maladies infectieuses, qui rejoignent les objectifs du millénaire pour le développement, hein, qui sont en haut de la diapositive, c'est-à-dire les maladies infectieuses, la santé maternelle et infantile et la malnutrition. Donc ça, c'était traditionnellement ce qu'on voyait dans les pays du Sud. Mais vous voyez que même dans ces pays à très bas revenus, eh bien, les maladies non transmissibles et les accidents ont maintenant une part égale dans la mortalité. Mortalité qui, en valeur absolue, est très élevée, hein, dépasse celle des autres compartiments, alors que la population considérée dans les pays à bas revenus, c'est seulement 800 millions d'individus sur les 7 milliards, donc finalement un segment plus faible. Et dès que vous vous déplacez un peu vers la gauche, sur les pays à revenus intermédiaires mais plutôt bas, hein, le low middle income countries, là on est entre 1 000 et 4 000 $ par individu par an, et bien là vous voyez que les maladies non transmissibles ont déjà la plus grosse part du gâteau. Hein. Donc on est arrivé dans une société où maintenant, au niveau mondial, les maladies non transmissibles, et là je parle d'abord des maladies cardiovasculaires, hein, si on est sur les maladies qui tuent le plus, hein, donc les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux, mais également les cancers et les maladies métaboliques, ont pris un rôle absolument majeur dans l'évolution des problèmes de santé des pays du Sud. La tendance ne va aller qu'en s'accentuant, et sur cette diapositive, vous voyez que 80% des décès liés aux maladies non transmissibles sont maintenant dans les pays à revenus bas et moyens, et que 90% des décès qu'on appelle prématurés avant l'âge de 60 ans sont encore dans ces mêmes pays, et que la tendance ne va aller, selon les projections, qu'en s'accentuant, puisque vous voyez qu'en 2030, on prévoit maintenant que les maladies non transmissibles seront responsables de 2 tiers des décès. Alors, qu'est-ce que pourraient faire les institutions de santé publique européennes dans ce contexte par rapport à ces pays?
Mon message, c'est finalement de dire il faut quand même changer de paradigme. Hein. On n'est plus complètement dans les maladies infectieuses dans les pays du Sud et les maladies non transmissibles dans les pays du Nord. Comme je viens de vous le montrer, les situations ont beaucoup évolué. Et toute l'expérience que les institutions de santé publique européennes ont acquise dans la gestion des maladies non transmissibles et des accidents doit pouvoir servir dans les collaborations aux pays du Sud, au même titre que l'expérience que nous avons, et particulièrement les Instituts Pasteur, dans le domaine des maladies infectieuses. Alors après, pour essayer de d'écrire ce que sont les institutions de santé publique européennes, j'avoue que j'ai assez vite renoncé par rapport à la tâche. Il y a une telle diversité d'acteurs, qu'ils soient au niveau européen, au niveau national, public ou privé, qui se fassent de la surveillance de maladies, de la recherche académique, de l'enseignement, qu'il aurait été extrêmement difficile d'essayer de dresser un tableau qui ait une cohérence quelconque. Je mets juste l'accent sur une initiative qui est la European Academic Global Health Alliance, qui sous le couvert de l'Association des écoles de santé publique européennes, réunit les instituts intéressés par ces thématiques de médecine tropicale, de santé internationale et devenue aujourd'hui santé globale, et où il y a un partage d'expériences et une volonté de collaborer, notamment vis-à-vis des pays du Sud. Alors, c'est les domaines dans lesquels la contribution est possible, ils sont extrêmement variés. Hein. On peut, là, une fois de plus, parler de la surveillance, mais pas simplement des maladies infectieuses, également sur les maladies chroniques. Toute l'expérience acquise dans les pays européens peut maintenant être utilisée de façon beaucoup plus pertinente. La recherche, bien sûr. Sur la formation, je mettrai un peu l'accent sur le développement des formations à distance. Il y a quand même aujourd'hui, avec le e-learning, et puis plus récemment l'arrivée de ce que vous avez pu voir, les Massive Online Open Courses, les fameux MOOC, des possibilités de formation dans les pays du Sud à distance qui ne vont pas être suffisantes en elles-mêmes, mais qui peuvent être une très bonne préparation à des formations qui auront lieu par la suite en face-to-face. Hein. C'est-à-dire que la stratégie que nous utilisons de plus en plus est de proposer des formations à distance pour que les personnes puissent travailler avant de rencontrer leurs collègues et leurs enseignants. Et ça permet à la fois de mettre à niveau les personnes qui, quelquefois, ont des décalages très importants. Et sur des publics hétérogènes, c'est très utile d'arriver devant une classe qui a à peu près les mêmes bases au moment où vous démarrez votre enseignement. Et ça permet à votre enseignement de devenir beaucoup plus pratique. Les bases théoriques sont faites à distance. Et quand les étudiants viennent vous voir, là, vous êtes tout de suite sur le concret, les études de cas, et je pense que c'est une façon de construire les enseignements qui a beaucoup d'avenir. Et je suis très fier de vous dire que j'ai d'ailleurs démarré il y a début de semaine, hein, il y a 3 jours, un enseignement d'épidémiologie en online. J'ai 2500 inscrits et plus de la moitié sont du continent africain. Donc c'est une série de 30 cours de 15 minutes avec des exercices qui vont être suivis, bon, pas par les 2500 pendant les 6 semaines, mais voilà, c'est une forme d'enseignement à distance qui, je pense, est intéressante, et j'étais très heureux de voir que le continent africain a vraiment répondu à cette initiative. Alors après, il y a aussi tout ce qui est renforcement des systèmes de santé, hein, où on peut vraiment contribuer et apporter des expériences que nous avons dans des domaines justement un peu nouveaux. Si je prends la prévention, jusqu'à présent, c'était le vaccin, les maladies infectieuses, hein, le sida, tout ce qu'on avait appris qui pouvait être échangé. Et quelquefois, d'ailleurs, on apprenait des pays du Sud. Mais là, la prévention, ça devient aussi le tabac, l'alcool, l'inactivité physique et l'alimentation, hein, qui sont devenus les 4 gros facteurs de risque de décès associés aux maladies non transmissibles. Et là encore, toute l'expérience acquise peut être partagée. Et quand on parle de la prise en charge, hein, care ici, ou la prise en charge des patients, eh bien, c'est une transition quand même difficile pour les pays du Sud, d'un mode caricatural de prise en charge qui était sur la maladie infectieuse. Cette mère qui arrivait avec son enfant recevait un traitement pour le paludisme de l'enfant, repartait chez elle et c'était fini. Et ça pouvait être un antibiotique pour une infection respiratoire ou une diarrhée. Aujourd'hui, on passe sur les maladies chroniques. Si vous devez traiter des gens en continu, ça suppose une organisation tout à fait différente de votre système de santé, une fidélisation, des dossiers que vous pouvez retrouver d'une visite à l'autre. Et d'une certaine façon, le sida, avec malheureusement tout le cortège de drames qu'il a apporté, a initié une démarche de prise en charge de maladies chroniques dans les pays du Sud. Les gros programmes mis en place avec l'aide du Fonds mondial dans les pays du Sud, en Afrique notamment, sur le sida, ont appris à avoir une fidélisation des patients qui doivent revenir tous les mois pour leur traitement, revoir le même médecin avec un dossier. Et ce sont des choses qui contribuent un petit peu à une évolution des prises en charge.
Le gros challenge, c'est quand même la couverture universelle, qui aujourd'hui, et malheureusement, fait que les systèmes de santé des pays du Sud sont à deux vitesses. Il y a ceux qui peuvent payer, et puis il y a les autres. Et les services publics ont malheureusement des services extrêmement dérisoires. Et donc il y a un énorme travail de réflexion à faire pour des systèmes de couverture universelle qui soient compatibles avec les niveaux économiques dont on parle. Alors l'évolution du agenda en santé globale pour les années à venir, un post-2015, sur une déclaration de l'ONU-SIDA, UNICEF et l'OMS, était vraiment de dire qu'il faut aussi faire un passage de ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant, qui étaient ces systèmes très verticaux, de programme national de lutte contre le sida, contre le paludisme, etc., à des versions beaucoup plus intégrées, parce que les gros défis du futur, ce sont l'accès aux services, et ce sont, comme je le disais précédemment aussi, le remboursement, la couverture universelle, mais on sort un petit peu de ces programmes très adaptés pour certaines maladies infectieuses, mais qui ne pourraient plus du tout s'appliquer dans ce qui nous attend pour les pays du Sud. Alors maintenant, juste 2-3 exemples sur ce que nous faisons à l'Institut Pasteur pour illustrer un petit peu, là, le versant plus infectieux. Après vous avoir dit que l'avenir était aux maladies non transmissibles, je rappelle quand même 2 faits très importants sur les maladies infectieuses. D'une part, une maladie comme le sida, qui n'a finalement que 30 ans d'existence en termes d'épidémie mondiale, tue chaque année 2 millions de personnes. C'est un quart de ce que tuent les cancers. Les cancers, c'est 8 millions de morts par an dans le monde. Le sida, c'est 2 millions. Donc une maladie apparue seulement il y a 30 ans est capable d'avoir une mortalité majeure. Et ça, c'est le problème des maladies infectieuses. Il y en a encore à venir. Et je salue toutes les références qui ont été faites au concept de One Health, le fait des zoonoses. Le sida en est un virus d'un chimpanzé qui est devenu une pandémie mondiale humaine dramatique. Et puis la deuxième chose, c'est la brutalité avec laquelle les maladies infectieuses se manifestent. C'est-à-dire qu'un gouvernement peut aujourd'hui planifier à 30 ans, selon sa pyramide démographique et les comportements des individus, ce que vont être le fardeau des maladies cardiovasculaires, cancers et neurodégénératives. Ce qui ne peut pas prédire, c'est ce qui se passe toujours le vendredi soir, la veille d'un pont. En France, on a plein de ponts, donc ça nous tombe toujours à ce moment-là, où on apprend qu'un nouveau virus, paf, est arrivé. Et là, en 24-48 heures, c'est la panique. On se mobilise tous. Et le pont de l'Ascension, pour moi, s'est terminé dans le bureau de Marisol Touraine, puisque c'était l'arrivée du coronavirus du Moyen-Orient en mai dernier, où voilà, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ce virus va avoir un impact similaire à celui du SRAS il y a 10 ans? Et cette capacité, si je reprends le SRAS, là, on ne parle plus de nombre de décès, mais 700 morts le SRAS au final, sur 8000 personnes touchées. Donc 700 morts, c'est très peu par rapport aux statistiques que je vous ai montrées. Et pourtant, ça a été une paralysie mondiale en Asie. L'aéroport de Hong Kong fermé, la compagnie Cathay Pacific a failli déposer le bilan. Et ça, les maladies infectieuses, elles garderont toujours cette capacité à arriver de façon très brutale. Et c'est pour ça qu'on doit être préparé. Alors, une diapositive juste pour vous montrer le réseau international, 32 instituts partout dans le monde. Et quelques exemples. Un exemple européen, EpiSouth, qui a été d'abord un réseau de laboratoires et de surveillance sur les pays du sud de l'Europe, qui, dans sa deuxième phase, s'est généralisé au nord de la Méditerranée. Et là, on parle de surveillance, de préparation dans le cadre du règlement sanitaire international, International Health Regulations, avec notamment une mise à niveau de laboratoires qui travaillent en réseau, dans l'aspect pratique pour le West Nile et la dengue, mais d'autres pathogènes auraient tout à fait pu être concernés. Et c'est ce type d'initiative européenne avec un versant pays du Sud que nous aimerions encourager. Un autre projet qui va nous emmener beaucoup plus loin en Asie, celui-là, où nous avons mis en place une surveillance des encéphalites. Vous savez que la moitié des encéphalites aiguës n'ont pas d'agents pathogènes reconnus, des inflammations donc avec une mortalité très importante. Et en partenariat avec d'autres instituts français, mais également avec le Wellcome Trust et Oxford, on a mis en place dans 3 pays d'Asie une surveillance des encéphalites aiguës, où là, on a l'approche syndromique, des enfants qui viennent avec des méningoencéphalites. D'abord, une première barrière de test assez classique, PCR, en multiplex, pour essayer de trouver les agents les plus habituellement caractérisés. Et puis, quand on ne trouve rien, on passe au séquençage au haut débit, c'est-à-dire les instruments du futur en termes de génomique, pour essayer de caractériser les souches qui auraient pu être responsables des encéphalites chez ces enfants. Dernier exemple, quelques mots sur l'initiative que nous lançons à l'Institut Pasteur dans son ensemble. Là, je parle du réseau des Instituts Pasteur,
la création d'un Center for Global Health Research and Education qui va nous amener à travailler en réseau avec d'une part une volonté de faire remonter au niveau régional, parce que souvent les thématiques scientifiques sont régionales, des propositions de projets sur une recherche en maladies infectieuses. Je vous donne quelques exemples, comme par exemple un projet sur l'élimination du paludisme, puisque on ne parle pas encore de niveau zéro, mais on a eu des progrès majeurs qui ont été faits dans le paludisme dans les 10-20 dernières années. Et donc une initiative concertée des instituts du réseau, notamment parce qu'a été mis en évidence très récemment des marqueurs moléculaires de la résistance à l'artémisinine, qui est le traitement, le dernier pare-feu vis-à-vis du paludisme, et qu'il est très urgent de faire une carte de ces résistances dans le monde. Et donc ces initiatives vont se créer en partenariat avec l'ensemble des instituts du réseau, dans le même temps que se monteront sur l'Institut Pasteur à Paris, mais avec les antennes dans le réseau, un programme très ambitieux de recherche clinique et translationnelle, avec un centre qui va être créé à cet effet, et un programme de génomique de grande ampleur. On va vraiment mettre l'accent sur la génomique, et là je parle de séquençage des génomes. Pourquoi est-ce qu'on a choisi la génomique plus que d'autres innovations comme cellules souches, imagerie par exemple, qui sont les gros progrès qui vont révolutionner la biologie dans les années à venir? C'est qu'il nous a semblé que la génomique, d'abord dans les maladies infectieuses, avait un intérêt tout particulier parce qu'on ne parle pas simplement du séquençage du génome humain, mais également de celui du pathogène, des vecteurs et du microbiome, par exemple la flore intestinale. Donc on a la possibilité sur les maladies infectieuses dans le domaine du génome d'étudier les interactions entre ces différents génomes, et c'est absolument passionnant. D'autre part, que le réseau se prête beaucoup à sa diversité, puisqu'on couvre beaucoup de pays, nous permettra de faire ces études pas simplement sur des populations caucasiennes comme elles ont beaucoup été faites jusqu'à présent, mais également sur des populations africaines, asiatiques, et là on tire parti de toute la richesse de notre réseau international. Que le séquençage finalement est quelque chose qui se fait maintenant en outsourcing, on n'a pas besoin d'acheter un énorme séquenceur qui va nous coûter 5 millions d'euros pour s'en rendre compte qu'il est obsolète dans 3 ans. Non, le séquençage, on voit des compagnies qui achètent ces séquenceurs parce qu'on voit bien qu'on ne fait pas la course, mais ce qu'on va partager dans le réseau, c'est tout le savoir-faire en bioinformatique et en biostatistique à travers le cloud, de l'analyse des séquences, les logiciels, le know-how, tout ça est vraiment là où vont se retrouver les investissements des uns et des autres, avec la création également d'une Pasteur International Biobank, une biotech internationale, où on va demander aux instituts de faire un peu l'inventaire des échantillons très bien caractérisés qu'ils ont pour mettre cet inventaire au commun pour un partage des données et des connaissances. Et là où on veut faire la différence, c'est que nous avons en parallèle une recherche clinique et épidémiologique pointue qui nous amènera à travailler sur des échantillons très caractérisés. Nous pensons que c'est fondamental dans l'approche génomique de ne pas y aller au bulldozer en séquençant tout ce qui passe, mais en travaillant sur des échantillons pour lesquels on sait exactement de quel type de patients ils viennent, et quand il s'agit des pathogènes, des caractéristiques phénotypiques du pathogène que la microbiologie peut nous apprendre. Donc on aura en parallèle un programme de formation très ambitieux dont j'ai déjà cité quelques éléments, et puis des bourses pour soutenir la formation. J'insiste juste sur ce que vous ne connaissez peut-être pas, qui est ce qu'on appelle le G4. Le G4, ce sont des packages de 4 ans que l'on donne à des chercheurs, par exemple africains, qui, après avoir été formés, veulent retourner dans leur pays pour monter un laboratoire dans leurs instituts. Et donc on les aide pendant 4 ans, en leur donnant les salaires pour eux, un postdoc, un technicien, un peu d'argent de fonctionnement. Ils ont 35 ans et on veut leur mettre le pied à l'étrier au moment où ils ont pris la décision de revenir chez eux. Et c'est quelque chose qu'on considère très important. Et le partage de l'ensemble, il se fera, comme je vous l'ai dit précédemment, via bien sûr site web, tout ce que vous voudrez, mais surtout maintenant en bioinformatique, le cloud qui va permettre de stocker un nombre de données partagées entre les instituts qui nous paraît extrêmement important pour le futur. Donc ça, c'est un projet très ambitieux qu'on vient de présenter à nos collègues du réseau. La réflexion est complètement en cours parce qu'on démarre à peine et que pour l'instant, on en est à recueillir les feedbacks, on va faire des tournées régionales, mais on a cette ambition de travailler tous ensemble et on serait évidemment très heureux si vous pouviez vous joindre à cette initiative plus tard. Vous voyez, j'ai été politique finalement sur la fin, c'est quand même... Et je vous remercie pour votre attention.